Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième table ronde de la journée consacrée à un sujet central pour l'avenir de notre agriculture, la donnée et la cybersécurité. L'intelligence artificielle n'existe pas sans données, or ces données agricoles deviennent un capital stratégique. Elles sont à la fois source de performance, de conseils, d'innovation, mais aussi de vulnérabilité. Cyberattaques, piratage de machines, dépendance aux grandes plateformes mondiales, ces enjeux concernent désormais chaque exploitation agricole. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des experts, des institutionnels, des acteurs industriels et à un agriculteur pour croiser les regards et répondre à une question clé: comment protéger, sécuriser et valoriser nos données agricoles. Je propose d'ouvrir cette table ronde avec, comme à chaque table ronde, Jean-Alain Divana, qui est vice-président à la Chambre d'agriculture de Bretagne et responsable de l'espace pour demain, qui va nous partager en quelques mots sa vision et rappeler les enjeux de ce débat. Merci, bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci déjà à nos intervenants aussi de répondre par leur présence à notre demande sur un espace dont je suis responsable avec Sylvie notamment et une équipe sur ce salon. Donc l'espace pour demain, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté des chambres d'agriculture de mêler justement le travail des exposants et vous, visiteurs ici présents ou dans les allées, justement de faire croiser cela et d'animer cette rencontre de façon à décortiquer, je dirais, un thème, notamment l'IA cette année, et faire en sorte que les agriculteurs, vous d'abord visiteurs, mais aussi les clients potentiels des innovations qui sont traitées dans le salon, qui sont exposés dans tous les stands, soient vraiment les plus utiles possibles pour les agriculteurs, les plus aboutis aussi grâce à des efforts de recherche et à cette rencontre aussi qui permet encore de peaufiner peut-être certaines innovations de façon à ce qu'elles soient le plus accessibles et le plus abordables par les agriculteurs dans tous les sens du terme. Et donc le sujet de l'intelligence artificielle qui monte dans tous les domaines de la société, bien sûr, mais aussi dans l'agriculture depuis un certain nombre d'années, qui connaît forcément un développement exponentiel. Donc on l'a traité depuis 3 jours maintenant, c'est la troisième table ronde. Et mardi dernier, on parlait surtout de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans nos filières. Et donc, on voit que toutes les filières sont impactées, de l'élevage notamment, dont on parle beaucoup dans ce salon, mais également sur les domaines de culture et autres autour de nos exploitations agricoles. Et hier, on était aussi sur les évolutions que cela impacte en termes de gestion des personnes. Nous autres agriculteurs, comme moi, effectivement, comment cela nous impacte, mais aussi nos collaborateurs dans les exploitations agricoles et bien sûr tous les services qui vont avec, que ce soit les comptables, les inséminateurs et j'en passe, qui sont autour de nous, qui utilisent la data, qui utilisent des fois notre data de façon à optimiser leurs services pour les agriculteurs. Et donc aujourd'hui, le dernier jour, effectivement, on traite le problème de la sécurité, de ces nouveaux flux de données qui sortent de nos exploitations, qui nous sont utiles, qui doivent être traités ailleurs forcément, qui nous reviennent, c'est aussi des fois des automatismes de nos exploitations qui sont exposés à l'extérieur, donc peut-être là des nécessités de protection. Donc merci à nos intervenants d'apporter leur pertinence et leurs compétences et leurs connaissances sur ces sujets. C'est ce qui fera la valeur de cette table ronde et bien sûr que vous pourrez diffuser par la suite ou qui sera diffusé et valorisé par ailleurs. Merci et bonne matinée. Merci Jean-Alain pour cette introduction. Alors pour enrichir ce débat, nous avons donc le plaisir d'accueillir 5 intervenants au profil complémentaire, chacun représentant un maillon essentiel de la chaîne numérique agricole. Michael Hayes, bonjour, vous êtes au service support manager et vous êtes directeur technique chez Lely France. Peut-être une précision sur votre fonction exacte, qu'est-ce que vous faites précisément chez Lely France? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord aussi, merci pour cette invitation et dont le sujet est primordial aujourd'hui dans l'évolution de l'agriculture et en l'occurrence sur notre activité. Moi, je suis en charge effectivement de toute la partie méthodologie et support technique au sein de la structure Lely France, donc sur tout notre réseau de 23 Lely Centers franchisés aujourd'hui sur la France, l'Espagne et le Portugal.
D'accord, donc en même temps une vision à l'international aussi. Hein. Exactement. D'accord. À vos côtés, Cyril Couillard, vous êtes le référent cyber à la Gendarmerie nationale pour l'Ille-et-Vilaine. Oui, ça veut dire quoi un référent cyber? Un référent cyber, en fait, c'est celui qui va aller à la fois expliquer au commandement ce qui se passe au niveau cyber dans tout le département, mais également, ça va être quelqu'un qui va aller faire de la prévention, comme aujourd'hui, qui va aller au contact des entreprises, des mairies, c'est quand il y a besoin pour faire certaines formations. D'accord, prévention et gestion des cyberattaques. Tout à fait, avec une connaissance justement sur surtout le côté cyber. Très bien. Jean-Louis Mouton, à vos côtés, délégué régional de l'INPI. Alors, on rappelle ce qu'est rapidement l'INPI. Sinon, on va sur Wikipédia, hein, bien sûr, en toute sécurité, s'il vous plaît. Mais voilà, juste en quelques mots, et quelle est votre fonction? Alors moi, je suis délégué régional INPI Bretagne, donc on intervient sur les 4 départements de Bretagne pour accompagner les entreprises et les projets innovants. Donc l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle, et quand on dit données, innovation, évidemment, ça passe par la propriété intellectuelle. Voilà, quand on parle des brevets, des entreprises, qu'elles ont une innovation, on va frapper très vite à la porte de l'INPI pour protéger tout cela. Oui, voilà, c'est-à-dire il y a les marques, les brevets, les dessins modèles, mais il y a aussi le patrimoine immatériel de l'entreprise, notamment le savoir-faire, et puis ces données qui sont parfois des pépites. Alors vous avez un travail monstrueux là en ce moment. Hein. Énorme, puisque évidemment l'arrivée du numérique évidemment a bouleversé, mais l'IA évidemment augmente encore ses potentiels au niveau des entreprises. À vos côtés, Yves Duchesne, CEO d'Axeis. Vous êtes expert cybersécurité. L'entreprise, quel est son métier précisément? Vous vendez de la sécurité aux entreprises? Exactement, on fait de l'expertise de pointe en cybersécurité, donc on accompagne les entreprises pour aider à identifier leurs vulnérabilités, se préparer aux cyberattaques et s'organiser, se mettre en ordre de bataille pour anticiper les risques et mettre les bonnes mesures de sécurité pour éviter les incidents. Vous êtes une société plutôt de service ou une société qui vend des solutions type logiciel ou autre? Non, on fait du service exclusivement. On propose de l'expertise de pointe, expertise technique et expertise aussi en conseil et organisation. Donc il y a une partie qui va s'attacher à chercher les vulnérabilités, identifier les faiblesses et apporter du conseil pour bien mettre en place les mesures techniques qui conviennent. Et une partie sur l'organisation, quel processus, quelle procédure on met en œuvre et quelle organisation on met en œuvre pour se protéger, anticiper les menaces. Très bien. Et à vos côtés, Romain Marquet, vous êtes éleveur laitier en Ille-et-Vilaine. J'ai envie de vous poser la question, vous avez peur? Toujours un petit peu. Enfin, c'est la nature humaine, on va dire. Comment? C'est la nature humaine. Oui, c'est la nature humaine. Après, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Je pense qu'en agriculture, aujourd'hui, on n'a pas encore tous ces réseaux en fait, de conseils finalement sur la protection de nos propres données. C'est plutôt nos prestataires finalement qui s'en occupent sans trop d'échanges finalement derrière sur où ça va, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on peut en faire derrière. Quoi. Vous avez le sentiment d'être bien informé sur tous ces sujets-là, ou est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment creusé la question? L'information, elle est perso. Je ne pense pas qu'elle descend aujourd'hui de nos partenaires existants. La notion de sécurité, moi je l'ai éprouvé à titre perso. J'ai eu droit à un petit ransomware qui m'a appris ce que c'était. Et par la suite, on essaye de se protéger comme on peut. D'accord. Alors, on va vous faire un petit test les uns les autres, une petite question, donc on dit de tour de chauffe, pour mieux vous connaître et mieux comprendre un petit peu la façon dont vous pensez le sujet. Je vais vous poser une question. Si un mot pouvait résumer la cybersécurité face à l'IA dans l'agriculture, quel serait-il? Et on va poser la première question à Michael Hayes de l'ELI France. Si vous deviez choisir entre le mot confiance et le mot traçabilité, quel est selon vous le mot le plus impactant? On n'a pas le droit de dire les deux, hein, c'est trop facile. Non, mais possiblement l'un va avec l'autre, indéniablement. Mais aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir de la donnée pour aussi améliorer nos pratiques et nos travaux, je dirais, au quotidien. Et puis, effectivement, dans un cadre, en tout cas, de sécurité autour de où vont mes données, à quoi servent-elles et comment les exploiter au mieux, quoi. Cyril Couillard, même exercice. Le mot qui est pour vous le plus impactant par rapport à la problématique IA, cybersécurité, vigilance ou protection? S'il faut choisir, si vous deviez choisir entre les deux, je sais que la gendarmerie, c'est à la fois
La prévention, c'est l'action, mais vigilance ou protection d'abord? Comme toute chose, l'IA, c'est un outil. Ouais. Et donc, vigilance par rapport au fait que c'est qu'un outil, et ce n'est pas la solution miracle. D'accord. Après, protection, oui, si c'est bien utilisé comme un outil. Ok, allez, on accepte. Jean-Louis, alors attention, Jean-Louis, souveraineté ou encadrement? Je pense qu'en ce moment, la priorité, c'est la souveraineté. Ouais. On connaît les enjeux juridiques, les enjeux politiques, les pressions géopolitiques en ce moment que tout le monde a pris conscience, et la souveraineté, c'est hyper important. Ouais. Ok, on va en reparler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a été très présent en fait sur toutes les tables rondes. C'est comment on assure notre souveraineté, notamment sur la problématique des données. Yves Duchesne, Axéis, expert cybersécurité. Sécurité ou résilience? Elles sont dures, vos questions. Eh oui. J'ai l'impression de répondre aux questions. En fait, c'est par rapport à la priorité que vous vous donnez. Alors, c'est vrai que la cybersécurité, vous êtes tenté de dire sécurité, mais est-ce que la notion de résilience aussi, qui est un terme un peu fourre-tout qu'on utilise beaucoup depuis la Covid, souligne la capacité de se relever et continuer l'activité après une attaque? Voilà. Non, mais j'ai l'impression de jouer au jeu. Est-ce que tu préfères avoir 80 doigts de pied ou des bras de 20 mètres de long? Donc, je dirais que la sécurité est une composante de la résilience, en fait. Donc, l'une passe par l'autre. Je crois qu'on a tous essayé de répondre les deux sans trop en avoir l'air. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, voilà, la sécurité permet la résilience. La résilience, elle est impossible sans avoir de sécurité. Donc, l'une passe par l'autre, quoi. Très bien. Allez, Romain, la dernière. Liberté ou confiance? En effet. Moi, je suis plutôt un penchant de la liberté, pour le coup, de nos données. Pour ce qui est de nos données, je préfère en disposer et faire ce que je veux avec. Oui. Partant de ce principe-là, je vais faire comme tout le monde, on se fait confiance à soi-même. Oui. Mais ouais, je partirais plutôt sur la liberté. D'accord, ok. Bon, c'était un petit jeu, mais ça permettait aussi de voir comment vous appréhendez ce sujet-là, le thème qu'on a autour de cette table ronde. Alors, on va commencer l'échange avec Michael Hayes de l'ELI France. Comment l'ELI accompagne-t-il concrètement les éleveurs dans la gestion et la sécurisation de leurs données? Vous avez des exemples de systèmes, de logiciels qui permettent notamment de collecter, d'analyser les données élevage, par exemple? Oui, bien sûr. La collecte, et en tout cas des données, elle n'est pas d'aujourd'hui déjà. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez une longue expérience des robots de traite, par exemple. Exactement. Les premiers robots de traite qui sont arrivés en 92 sur le territoire. Mais ensuite, il y a l'analyse et qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, effectivement. Et aujourd'hui, une des solutions, puisque au-delà des problématiques et de la sécurisation de ces données, il faut aussi apporter des solutions. Et une des solutions aujourd'hui qu'on vient proposer, c'est le l'ELI Hub, qui permet effectivement de séquencer, en tout cas de séparer aussi l'environnement personnel au niveau de l'exploitation et de l'élevage du robot et de ses données. Et comment vous faites cette séparation? C'est l'éleveur à l'origine qui dit ça, c'est plutôt données personnelles, ça c'est plutôt données... Bien, en fait, toute la partie données liées au robot viennent se centraliser sur un serveur interne chez l'éleveur et auquel il va venir interfacer son ordinateur personnel, mais vraiment on vient dissocier la partie sécurisation des données sur ce serveur du PC client. D'accord. Et c'est lui qui peut choisir de vous donner l'information de manière plus ouverte et de refermer plus le robinet si ça concerne. Exactement. Le choix de toute façon est laissé à l'éleveur. Oui. D'accord. Sur la gestion de ces données. Est-ce qu'il en a bien conscience, même si c'est écrit en bas de la page, vous savez, avec les petites lignes et tout ça, ou est-ce que quelque part, il a signé et puis un jour ou l'autre, il s'en rendra compte, il comprendra La gestion des données, encore une fois, oui, on en parle, on l'évoque, et c'est un sujet, on le voit aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment de maturité dans la communication, mais il faut, encore une fois, renouveler la chose et en parler. C'est déjà la première des sensibilisations pour ensuite avoir plus de... Voilà, on parlait de confiance tout à l'heure, mais on est clairement dans cette démarche. D'accord. Le respect de la RGPD, c'est quelque chose qui est au cœur de votre façon de fonctionner avec une contractualisation. On peut peut-être rappeler, la RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, loi de 2018 sur la protection des données, qui régissent la collecte et l'utilisation. Donc vous êtes un utilisateur des données, et donc c'est pour ça que vous précisiez bien les données
professionnel et données personnelles. C'est vrai que l'exploitant, il vit au jour le jour, au quotidien avec ces animaux. Donc c'est vrai que c'est assez complexe peut-être de bien faire la distinction entre données personnelles, données professionnelles. C'est un vrai. En plus, les exploitations sont très différentes. On ne peut pas avoir un modèle aussi. Non, en tout cas, on présente le modèle. Oui. Ensuite, effectivement, il doit s'adapter à chaque exploitation et son utilisation. Mais aujourd'hui, sur la RGPD, bien sûr, vous l'avez notifié, c'est de la réglementation. Et elles sont partagées à travers nos conditions générales de vente ou des chartes, en tout cas avec les éleveurs. Mais les données appartiennent à l'éleveur. D'accord. Cyril Couillard, Gendarmerie nationale, quel type de cyberattaque aujourd'hui menace le monde agricole? Est-ce que parce que, bon, bien sûr, quand on parle des cyberattaques, on voit cela à travers la navigation sur le web et autres. On a tous connu, on connaît ce type de problème. Peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, on est un peu sensibilisé quand même par ce type de sujet. Est-ce que le monde agricole est un secteur particulièrement sensible? Qu'est-ce qui fait la particularité du monde agricole? Comment vous l'analysez? Je vais être méchant, mais le monde agricole... Vous voulez bien. Le monde agricole, comme le reste... Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on a ce que j'appellerais des pêches au chalut au niveau du fishing, donc tout ce qui est hameçonnage. Et là, malheureusement, tout le monde peut être une cible. De même que monsieur l'éleveur qui, lui, a subi un ransomware, c'est pareil. Aujourd'hui, on peut trouver des ransomware en vente sur étagère. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter ce produit et le balancer sur le net pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, en effet, l'agriculture, oui, mais parce que, en fait, dès l'instant qu'on est connecté sur Internet, dès l'instant qu'on est une entreprise, qui plus est très, très bien achalandée en numérique, eh bien, on risque une attaque, en effet. Est-ce qu'il y a une forme de plus grande vulnérabilité du monde agricole que dans d'autres secteurs d'activité, dans le monde industriel ou autre, ou est-ce que c'est un peu kiff-kiff? Ou est-ce qu'il y a des spécificités, peut-être liées aussi à l'éparpillement, au fait peut-être qu'ils ont plus ou moins organisés? Pourtant, aussi, il y a des belles organisations syndicales. Donc, Ce qu'il peut y avoir comme problématique, surtout dans le monde agricole, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un problème de... Comment dire? Le professionnel et le personnel sont liés. Et en général, en numérique, ce qu'on demande, c'est la compartimentation. C'est-à-dire que le professionnel soit d'un côté et le personnel soit de l'autre, de façon à éviter justement cette porosité. Parce que sinon, ça veut dire que si on a un virus d'un côté, il va forcément aller de l'autre côté. Donc oui, le système de l'exploitation agricole, généralement, c'est un seul portable et un seul ordinateur à la maison. Donc ça va justement doubler les risques. Voilà, on double la surface d'attaque, donc forcément, ça devient un problème un peu plus insoluble, puisque on ne va pas savoir de quel côté ça va arriver. Et vous êtes de plus en plus sollicité par... on est en Ille-et-Vilaine et en Bretagne avec vos collègues des autres départements. Vous êtes très sollicité par le monde agricole sur des problématiques de rançonnage ou autres? Pas plus que le reste. Pas plus que le reste, en fait. Donc, il faut être prudent, mais c'est une population à risque comme toutes les populations, en fait, pas plus. Tout à fait. Ouais. Après, ils ont des choses un peu spécifiques, puisque il y a 2 ans, c'était dans le Morbihan, si je me souviens bien, il y avait une attaque bien particulière, ciblée, parce que c'était du matériel israélien, c'était un automate de traitement des eaux, si je me souviens bien, où dedans, il avait été piraté avec un message justement disant qu'ils allaient attaquer toutes les machines créées, ou du moins fabriquées en Israël. Donc là, on est sur du matériel bien spécifique, avec une attaque bien spécifique. Ça, c'est vraiment en dehors. Mais c'est parce que ça, c'était vendu au monde agricole. Ce n'est pas le monde agricole en soi. Oui. Alors, Yves Duchesne, je vais vous donner la parole maintenant, avant d'entendre Jean-Louis Mouton de l'INPI. Yves Duchesne, donc, vous êtes chez Axis. Quels sont les risques spécifiques de cybersécurité pour une ferme connectée aujourd'hui? Quels sont les points forts que vous repérez assez, on va dire, de manière assez générale et spécifique au monde agricole? On a déjà apporté pas mal d'éléments de réponse. Oui. Je pense que les choses les plus saillantes, c'est effectivement le partage des usages professionnels et personnels. Pour faire simple, en fait, si la machine, l'ordinateur qui fait fonctionner la ferme, les appareils connectés, est le même avec lequel vous allez sur Internet et potentiellement l'un des enfants de la ferme va aller télécharger un jeu craqué ou ce genre de choses, installer des choses douteuses, ce mélange des genres
il est extrêmement malsain parce que c'est la meilleure façon d'introduire un virus sur la machine, qu'ensuite il se répande sur le réseau de la ferme et qu'il aille affecter les équipements. Donc cet enjeu de cloisonnement, en fait, il est primordial. Pour moi, il y a un premier conseil très simple que je pourrais donner, c'est pour les équipements de l'exploitation, ayez un ordinateur dédié à cet usage-là. Et un ordinateur qui doit, dans l'idéal, être installé, maintenu par un professionnel, un infogéreur, qui va faire les mises à jour, le maintenir au niveau de sécurité, etc. N'utilisez pas votre ordinateur personnel pour cet usage-là. Donc il y a ce premier niveau. Je pense qu'il y a 2 niveaux de questionnement au niveau de la ferme. Il y a le niveau de l'équipement lui-même, mais là pour lequel l'agriculteur il a très peu de levier. C'est comme si je vous demandais à vous de sécuriser vos volets roulants. Ben, vous allez vous retourner vers Somfy ou vers celui qui vous le distribue. C'est pas vous qui allez le sécuriser. Donc il y a un enjeu au niveau des industriels, des concepteurs, qui commercialisent ces équipements-là. Et donc là, souvent, vous avez parlé du RGPD, mais souvent c'est le levier réglementaire qui marche le mieux, le levier coercitif de la loi. Qui oblige les constructeurs à proposer tel ou tel type de solution, quoi, c'est ça ? Exactement. Ben voilà, pour le RGPD, par exemple, on avait remarqué que tout le monde faisait tout et n'importe quoi avec les données personnelles. Ça exposait de façon démesurée les données de tout le monde sur Internet. Donc on a légiféré, réglementé, avec un ensemble de mesures qui sont applicables en l'état, par tous les États, et qui doivent forcer les industriels à justifier l'utilisation de ces données, mettre en place le bon niveau de protection, etc. Ensuite, l'agriculture en tant que telle, si vous voulez, c'est pareil, il y a 2 niveaux de lecture. Quand on fait de la cybersécurité, on commence toujours par s'interroger sur les risques auxquels on est exposé. On ne sécurise pas de la même manière un industriel de la défense, un ministère et une exploitation agricole ou une industrie agroalimentaire, parce qu'ils ne sont pas exposés aux mêmes risques. Tous sont néanmoins exposés à la criminalité que je qualifierais d'opportuniste. C'est exactement la même chose quand on vous vole votre voiture. C'est pas parce que quelqu'un vous en voulait à votre voiture particulièrement, c'est juste qu'elle était ouverte dans la rue, quelqu'un est passé. Voilà. Ouais, il y a des facilités, quoi. Exactement. Donc vous êtes exposé au même titre que n'importe quel particulier. Donc ça, toutes les entreprises sont exposées à cette menace-là. Mais malgré tout, il y a quand même un autre niveau de réflexion au niveau de la souveraineté alimentaire. Le contexte, le climat géopolitique mondial n'est pas très rose en ce moment, il tend à se durcir. La quantité de terres arables cultivables dans le monde elle est extrêmement limitée. Par exemple, on voit la guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. Alors, est-ce que c'est un hasard si c'est ce pays-là qui se fait envahir? C'est une réflexion qu'on peut avoir. Mais il y aura des tensions à prévoir sur la ressource agricole dans les années à venir. Et être capable de peser et de détourner, ou en tout cas d'interrompre les processus alimentaires d'un pays, au même titre que les flux d'énergie, les flux de communication, etc., c'est quelque chose de primordial. Et ça, d'ailleurs, dans la directive Nice 2, donc là, on rentre un peu dans le détail, mais il y a une loi européenne qui s'applique et qui est en train d'émerger, qui obligera un certain nombre de secteurs à se sécuriser à travers des entités essentielles. L'agriculture fait partie des entités identifiées comme étant nécessaires au fonctionnement d'un pays. Et donc, il y a aussi cette réflexion-là à avoir. Comment est-ce qu'on se protège cette menace qui est une menace différente de la criminalité, je dirais, opportuniste. Et cette criminalité-là, elle peut émaner d'États. Oui. Alors, je pense qu'on va y revenir sur la partie souveraineté. Et je pense que c'est important également d'avoir cette vision à la fois au niveau de l'exploitation et puis de manière plus macro, comment... Aujourd'hui, un État et une profession est en capacité de se protéger et notamment aussi de faire face à des politiques mondiales et planétaires qui sont parfois très dures, très difficiles et qui parfois peuvent nous attaquer. Juste pour poursuivre avec Jean-Louis Mouton, donc vous êtes donc au sein de l'INPI. Comment protéger juridiquement les données et innovations agricoles liées à l'IA? On a parlé bien sûr de la RGPD. Est-ce que c'est le seul outil? Et là, je voudrais qu'on rentre de plus en plus sur la problématique IA parce que c'est notre sujet. Vous existez depuis très longtemps, l'INPI. Donc oui. Aujourd'hui, avec l'IA, qu'est-ce que ça bouscule dans vos métiers, en fait? J'allais dire, les évolutions technologiques, on les a vues apparaître au fil. On a vu le numérique, l'automatisation, l'arrivée des logiciels. Donc l'IA, faut pas non plus faire peur
trop peur aux gens. Je veux dire, c'est une automatisation avec une forme d'intelligence. On sait la gérer. Alors évidemment, ça apporte beaucoup de spécificités, nouveaux fonctionnalités, et ça peut évidemment modifier complètement le panorama des professions. Donc c'est vrai qu'il faut bien comprendre que en termes juridiques, le juridique est toujours en retard sur la technologie, et ça, c'est intrinsèque à. Donc vous avez un peu de retard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça en fait? On a un peu de retard, j'allais dire. Oui, les jurisprudences sont pas stabilisées, mais c'est tout à fait normal. Quand l'arrivée d'Internet est arrivée en 2000, ce n'est que plus tard c'était pareil. Donc on se stabilise là-dessus. On a une force. Alors les gens pourraient critiquer en disant que c'est une faiblesse, mais l'Europe est assez forte en réglementation, donc elles sont parfois pénibles, mais l'IA Act pose des briques, notamment sur la pyramide des risques. Il y a des choses qui sont mises en place sur l'IA. Je ne pense pas que ça va freiner, en tout cas, dans cette pyramide des risques, l'activité agricole. Mais en tout cas, elle est là. Et on a parlé du RGPD, mais il y aura aussi le Data Act qui va arriver. Et on parlait des données personnelles, mais il y a les données professionnelles et industrielles. Et là, l'utilisateur pourra choisir à qui il veut donner ces données, si elles veulent être exploitées par des laboratoires de recherche, des syndicats ou des coopératives. Donc les réglementations par ruissellement, j'allais dire, on en a parlé, ça sera d'abord les intégrateurs, les sociétés de services et pas forcément les exploitants agricoles vont modifier le panorama des CGU, des conditions générales de vente et des CGU. Donc effectivement, ça prend du temps. Donc vous êtes encore en stade d'observation quelque part. Oui, tout à fait. Alors on attend évidemment les jurisprudences, mais il y a une certaine cohérence en Europe, et je pense qu'on tient à ces cohérences. Ça va être difficile évidemment parce que tout le monde est un peu en retard pour... là, je vous parle du Data Act. Là, c'est des choses qui arrivent en septembre. Donc on a déjà eu à absorber, à digérer le RGPD, ce qui n'a pas été simple. Là, il y a l'IA Act, le Data Act. Et puis, il y a, on parlait de souveraineté, mais c'est important parce que l'extraterritorialité des décisions judiciaires, notamment aux États-Unis, qui ont des impacts sur les partenaires de sauvegarde des données en Europe, il faut être vigilant sur ce sujet-là. Et là, le Cloud Act, je pense que tout le monde a pris conscience, évidemment, de ces aspects-là. Donc, ce n'est pas évident, effectivement, en matière de sensibilisation, de faire digérer toutes ces réglementations. Très bien, merci. Romain, je vous redonne la parole. Romain Marquet, éleveur en Ille-et-Vilaine. Comment percevez-vous, vous, la question de la propriété de vos données? Vous avez le sentiment d'avoir un élément qui a de la valeur et que vous pouvez aujourd'hui vendre à des constructeurs, ou est-ce que pour l'instant vous êtes un peu démunis par rapport à cela? Je pense que le monde agricole aujourd'hui produit énormément de données et il y a un fort intérêt là-dessus. Enfin, on a vu des grosses multinationales qui savent ce qu'en faire. Je pense que nos entreprises avec qui on travaille savent aussi ce qu'en faire. On n'a pas forcément toute la transparence de comment elles sont utilisées. En tout cas, on ne pose peut-être pas la question non plus. Je pense qu'aujourd'hui, la quantité de données qu'on produit, on devrait avoir un peu plus de maîtrise là-dessus. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à un endroit où stocker toutes ces données-là et les répartir à nos souhaits, selon notre volonté. On est sollicité pour avoir un coup nos données laitières, un coup nos données d'élevage, nos données de reproduction, nos données génétiques. Toutes ces données-là aujourd'hui sont largement valorisées et nous, on n'en perçoit finalement aucun bénéfice. Alors on vous explique, on a vu les différents échanges qu'on a eus au fil de ces jours sur le space. On vous explique un temps de recherche, beaucoup de travail, beaucoup d'argent dépensé pour les entreprises, pour trouver des solutions d'avenir, pour qu'un jour ou l'autre, via ce que disait M. Mouton, il y a un effet de ruissellement qu'on a entendu également de la bouche de nos politiques, un effet de ruissellement, et que vous puissiez à un moment donné avoir le retour sur investissement, car vous aurez, grâce à cela, le bon conseil. Voilà. Donc la boucle est bouclée grâce à la remontée d'informations que vous apportez, le traitement de l'information, l'IA qui intervient, et hop, ça revient vers vous, et là vous avez le bon conseil. Alors, je vous rejoins là-dessus sur la capacité d'avoir le bon conseil. C'est vertueux en fait. Ouais, alors la question c'est qui va donner ce bon conseil et est-ce qu'on doit recevoir ce conseil de l'entreprise qui garde nos données? Moi aujourd'hui, je suis plutôt pour avoir mes données et les donner les transmettre
à une entreprise que je vais choisir et qui va me donner les conseils. Ce qui est le cas aujourd'hui, non? Vous n'avez pas le sentiment de... Alors, non, il y a un grand tuyau où vous avez le sentiment que les données partent... Vous ne savez où? Vous ne savez pas où? Pour ma part, j'ai fait le choix d'avoir un agrégateur en fait, de données qui va regrouper les données et les retranscrire selon des choix logiciels que j'ai faits. Si je n'avais pas fait ce choix logiciel-là, les données partaient finalement chez le constructeur. Le constructeur a sa propre interface, analyse, fait les recherches sur les données, mais je ne dois que passer par cette interface-là. Ce qui ne m'intéresse pas forcément, puisque j'ai d'autres données à côté. Mais le constructeur, vous le connaissez, le constructeur? Non, mais on ne rentre pas dans le détail. Il ne s'agit pas de parler de marque ou autre. Mais ce que je veux dire par là, vous connaissez le constructeur, donc normalement, vous avez la visibilité, vous devez savoir ce que le constructeur a comme données venant de vous, normalement, non? Oui, on sait ce qu'il a comme données. Mais ce qui me gêne, moi, c'est de ne pas pouvoir agglutiner finalement ces données-là avec d'autres données de d'autres constructeurs sur d'autres machines que j'ai à côté. Le côté regroupement de la donnée pour en faire quelque chose. L'IA, demain, on parle d'IA ou d'autres logiciels, ont besoin d'avoir une certaine masse de données. Si je veux demain avoir de la préconisation sur une vision globale de mon élevage, je dois pouvoir fusionner des données d'élevage, des données de mouvements d'animaux, des données de génétique, enfin toutes ces données-là, sans avoir cette capacité de regrouper les données et donc du coup d'y accéder librement. On parlait de liberté tout à l'heure, et de les faire fusionner. On ne peut pas demain donner à manger ces données-là à des solutions logicielles qui vont pouvoir les analyser de façon macro. D'accord. Donc là, vous avez le sentiment d'être un petit peu acculé, obligé d'avoir peut-être les mêmes marques pour toutes les fonctions dans votre exploitation, pour que finalement la marque qui porte l'ensemble de vos produits et des machines que vous avez puisse faire le meilleur conseil. C'est ça en fait le problème? Aujourd'hui il y a deux choix. Soit vous prenez une marque qui fait tout et vous avez leur écosystème, mais du coup vous êtes indirectement piégé dans cet écosystème-là. Soit vous choisissez des marques qui ont des API, qui ont une ouverture finalement sur d'autres logiciels qui acceptent de dire moi je suis pas un super éditeur de logiciels, donc je confie ça à d'autres qui eux vont regrouper ces données-là et en faire quelque chose. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose, Yves, sur la problématique des agrégateurs, parce que c'est un sujet qu'évoque Romain. Non, c'est assez classique en fait, c'est le grand pacte faustien de la donnée en fait, c'est-à-dire que on a légiféré sur les données personnelles. Donc là effectivement aujourd'hui il y a des règles opposables il y a un droit, le RGPD prévoit un droit d'accès et un droit de révocation pour les données personnelles, un droit de suppression, etc. Mais pour les données qui ne sont pas des données personnelles, effectivement, c'est encore le grand flou. Et la question que vous posiez était très bonne, c'est-à-dire que oui, en fait, ces données-là, elles sont agrégées en échange d'un service. Donc on fournit les données, on reçoit un service en échange. C'est exactement le comportement de Google, par exemple, ou des GAFAM, qui captent vos données dans l'objectif de vous proposer des publicités plus ciblées, une navigation enrichie, plus pertinente, etc. Donc, dans l'absolu, si vous voulez, c'est pas un système vicieux par essence. Selon moi, le problème se cache dans le fait que c'est un pacte dans lequel on est prisonnier, dont on n'a pas forcément conscience d'abord, même si aujourd'hui on en prend conscience. Mais regardez les jeunes qui commencent à utiliser les smartphones. Ils déversent leurs données sur tous les réseaux sociaux et 5 ans après, ils se rendent compte que, en fait, du deal, ils disent c'était ça le deal en fait, j'avais pas compris au début. Donc en fait, le problème, c'est qu'effectivement, ces données, on les fournit, on reçoit un service en échange, mais il n'y a pas toute la clarté qui est faite autour de la donnée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de disposition comparable au RGPD qui permettent de contraindre les industriels, sans présumer des uns ou des autres, mais de contraindre les industriels à donner accès et permettre aux uns et aux autres de disposer de leurs données, de les maîtriser en fait. Il n'y a rien ne permet de maîtriser ces données. Mickaël, alors je me tourne vers vous, parce qu'on pose des questions par rapport justement aux constructeurs, aux fabricants. Vous avez conscience, j'imagine, vous êtes un habitué du monde agricole, des exploitations. Vous êtes présent depuis de très nombreuses années dans les fermes. Donc je pense que tous ces sujets-là, vous en avez déjà discuté. Comment par contre, vous travaillez, vous, pour essayer de convaincre que ce n'est pas une menace, il faut avoir confiance, ayez confiance, il y a la chanson. Comment on travaille sur ce sujet dans des entreprises comme les vôtres? Bien sûr. Alors déjà, il y a effectivement un axe qui a été souligné, sur lequel on travaille aujourd'hui, mais sur lequel il faut qu'on s'affranchisse aussi du même niveau de compétences de la gestion de ces données-là avec différents partenaires, pour qu'on puisse effectivement partager aussi les données collectées. Et je le répète, c'est soumis à validation et accord effectivement de l'éleveur.
à chaque reprise. Mais j'entends parfaitement le sujet. Et effectivement, ces passerelles ou API, en tout cas, qui doivent être connectées, encore une fois, doivent être effectivement les axes de développement et d'amélioration. Concernant l'accompagnement que nous faisons aujourd'hui auprès des éleveurs, on vient les sensibiliser, puisque en fait, encore une fois, pour ne pas avoir peur, il faut déjà au moins comprendre. Et l'apprentissage, ou en tout cas la compréhension de la problématique, elle se passe à travers la sensibilisation. Et aujourd'hui, on a fait des campagnes autour de la cybersécurité pour informer effectivement nos clients sur les risques et les impacts. Puisque souvent, on se dit, comme vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, quel poids ai-je avec mes données de mon exploitation versus peut-être d'autres structures multi ou internationales sur le marché. Donc aujourd'hui, c'est sensibilisons-les, sensibilisons notre population, nos clients pour effectivement autour de la cybersécurité. Donc ça passe à travers des e-learning, en tout cas des apprentissages en ligne et de l'accompagnement au quotidien avec nos équipes. Très bien. Cécile Couillard, justement, là, on parlait de la multitude d'acteurs qui peuvent être présents sur la collecte de données, le partage, la transformation, l'optimisation des données, puis après le retour conseil. C'est vrai que plus il y a d'acteurs autour de la table, plus il y a des gens potentiellement malveillants qui peuvent être présents. C'est ça aussi la problématique de la sécurité, c'est que si vous n'aviez qu'un seul contrat avec un seul interlocuteur, un seul acteur, et vous, Romain, par exemple, c'est certain que s'il y a un problème, ça sera à cause de monsieur machin ou de vous, si vous n'avez pas été suffisamment prudent. Si on a plein d'acteurs autour de la table avec des interfaces, des acteurs ceci, des acteurs cela, des machins qui interviennent, on ne sait plus à qui vraiment on a affaire. Les opérateurs, ils sont de plus en plus nombreux en fait. Et c'est ça aussi la faille peut-être dans le système, non ? Comme toute chose, de toute façon, oui, plus on multiplie le nombre de personnes, plus il faut vérifier en fait si chacun est bien apte à faire ce qu'il fait. Puisque malheureusement, et je pense que Yves, tu seras d'accord avec moi, il y a des contrats avec des infogéreurs qui malheureusement, dedans, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Malheureusement, le client ne sait pas toujours ce qu'il y a dans son contrat. Par exemple, quand on parle des sauvegardes, est-ce que les sauvegardes sont vérifiées ? Est-ce qu'on vérifie tout ce qu'il y a dans justement le contrat du début à la fin ? Est-ce qu'il est en capacité d'intervenir ? Sous combien de temps ? Parce que quelquefois, en effet, il doit intervenir si tout est en carafe. Sous combien de temps il va arriver ? Si c'est d'ici une semaine, alors que on a des bêtes qui sont à s'occuper, là, on ne peut pas. Il faut absolument que le contrat soit bien prévu. Et ça, on ne lit peut-être pas toujours tout dans les détails. Il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que c'est aussi à savoir si le contrat est bien fait. Et ça, c'est pas toujours évident. Et si on pose la question à Romain, si un jour il n'y a plus d'électricité ou plus d'internet, ça fonctionne quand même chez vous ? Les vaches continuent de faire du lait. Oui, toujours faire du lait, oui. Mais est-ce que la collecte se fait toujours impeccablement ? On va dire qu'on va bénéficier d'outils qui nous permettent de simplifier notre quotidien. Enfin, on ne va plus en bénéficier pour le coup. Mais les outils, en tout cas les automates, eux, vont continuer de fonctionner. D'accord, donc vous avez quand même des solutions réfléchies avec votre spécialiste en robot, votre constructeur. Vous avez un robot de traite. Non, on l'a enlevé. D'accord, okay. Vous l'avez enlevé. Ok. Donc aujourd'hui, quelle est la solution que vous avez choisie pour faire face justement à cette situation où tout à coup tout s'arrête ? Il n'y a pas vraiment de solution. En fait, les outils en soi sont des automates. Tout automatisme se gère par des mécanismes et on est encore, heureusement, sur des solutions très mécaniques, en tout cas sur la salle de traite. Ça reste une pompe à vide, des automatismes, des disjoncteurs, des machins. On peut faire fonctionner, faire du vide et du coup sortir le lait à la demande. Tout est prévu mécaniquement pour pouvoir fonctionner en dégradé. D'accord, donc au moins sur cet aspect-là des choses, ça fonctionne correctement. Et pour le reste du travail dans l'exploitation, les lumières vont plus s'allumer toutes seules parce que la domotique sera en carafe, mais il y a des boutons, donc ça tombe bien. D'accord. On revient à l'âge de pierre, mais ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Non, on peut faire sans.
mais on aura tous ces outils facilitateurs, l'analyse de nos données aujourd'hui que l'on a, de savoir que telle vache est en chaleur, il faudra retourner dans le bâtiment pour aller voir s'il y a des chevauchements, et on ne va pas se fier sur le collier qui nous dit l'accéléromètre a bougé plus que d'habitude, donc elle est en chaleur. Enfin voilà, c'est du quotidien, mais ça je dirais que c'est comme quand vous éclatez votre téléphone, pendant 2-3 jours vous êtes embêté, et puis Oui, mais on est peut-être encore, et je vous dis ça surtout parce que vous êtes beaucoup plus jeune, mais on est peut-être encore d'une génération, on a encore vécu le monde d'avant et un petit peu le monde d'après. C'est vrai que demain, les nouvelles générations auront peut-être vécu essentiellement la mode du web et de l'IA. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'on soit uniquement dépendant de cela? On en parlait un peu tout à l'heure, c'est vrai que je vais encore faire partie des générations où... Alors, il y a encore un peu on va dire de partage et de transmission, quoi, en fait. Oui, moi je sais que je fais partie de la génération, on a démonté les PC, on les a montés, on sait comment ça fonctionne, on arrive à se dépatouiller. Vous êtes un peu geek, hein? Oui, un petit peu sur les bords aussi, mais on sait encore comment fonctionne, on sait quels organes principaux il y a dans un téléphone, un PC ou n'importe quoi. On va arriver à comprendre comment ça marche. Moi je sais que j'ai pas mal de jeunes générations à circuler sur la ferme, aujourd'hui ça marche. Voilà. C'est tout. Mais ils savent pas comment ça marche, c'est juste que ça marche. Donc quand ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Et là en effet la question pourrait se poser un peu plus. Et là, c'est là qu'on fait appel à Monsieur Mouton pour nous apporter des réponses. Non, pas spécialement. Pas sur ce sujet-là, mais je voulais rebondir parce qu'il parlait de liberté, de savoir comment gérer ses données. Je pense que c'est quand même un besoin aujourd'hui. J'ai parlé du Data Act, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression d'être les gros contre les petits, avec une dissymétrie dans les contrats, avec des clauses qui nous mettent la pression et on est en otage. C'est pas propre au monde agricole. Hein. Non, je parlais même au niveau général. Moi-même, quand j'utilise certaines messageries, je pense qu'on est tous pris là-dedans. Je pense que le rétablir la confiance, c'est aussi avoir des tiers de confiance où on peut sauvegarder les données. Et puis, c'est peut-être aussi avoir des labels, on en parlait tout à l'heure, des labels de clauses faits par les syndicats agricoles ou les chambres agricoles qui permettent de référencer effectivement des terminologies et des clauses qui rassurent tout le monde. C'est ça qui est important. Et puis sensibiliser évidemment sur le contrat. Je suis désolé, c'est des aspects juridiques qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est important effectivement de sécuriser ces aspects-là. Oui, c'est vrai que c'est pas très joyeux tous ces contrats. Non, c'est pas très joyeux. Il y a des experts, il faut sensibiliser, il faut apprendre. Les réglementations se superposent. Et forcément, j'espère en tout cas qu'elles vont faire du ruissellement juridique positif. D'accord. Vous en êtes convaincu, Yves, de ce ruissellement juridique? Ou est-ce que vous êtes finalement la béquille sur laquelle on s'appuie lorsque vraiment la situation va pas bien et que finalement on revient très vite vers vous parce qu'il y a un peu péril en la demeure? Non, la cybersécurité, elle s'exerce sur 4 terrains, le terrain technique, organisationnel, humain et juridique. Il se trouve que le juridique, c'est pas mon métier. D'accord. Mais moi, je pose un constat quand même. Ça fait pas mal d'années qu'on prêche pour la cybersécurité, notamment dans le milieu industriel, agricole, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a presque que la contrainte réglementaire qui fonctionne. En fait, c'est un peu la martingale législative. Il n'y a que ça qui fonctionne. Malheureusement, aujourd'hui, on a beau faire ce qu'on veut. Mais on parle du domaine agricole, mais en fait, je pense que tout un chacun n'est pas forcément conscient de tout ce qu'il déverse comme données. Est-ce que vous êtes conscient, par exemple, que votre robot aspirateur, là, il envoie tous les plans de votre maison en Chine et qu'il y a des entreprises chinoises qui ont les plans de vos maisons? C'est pas dramatique dans l'absolu. Mais à l'heure où on met des bornes Alexa ou Google chez nous qui écoutent tout ce qu'on dit, qui peuvent ouvrir les volets, etc., des robots qui cartographient votre terrain, votre pelouse et ainsi de suite, s'il n'y a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui met des règles en place, je pense que il n'y a rien à espérer sans cette contrainte réglementaire, malheureusement. Oui. Vous voulez dire un mot, Cyril, sur ce sujet? Non, pas spécialement? Non, je suis d'accord avec Yves. Le problème, c'est à mettre trop justement de numérique partout, on ouvre en fait, comme d'habitude, la surface elle est encore plus grande pour l'attaque. Oui. Moi ce qui me fait peur c'est notamment les véhicules, où dedans on commençait à faire des véhicules autonomes, c'est très bien, mais sur le fond, si un véhicule est piraté, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui. À côté de ça, on a parlé d'Alexa, très bien, c'est pareil, on écoute chez nous.
On peut aussi voir toutes les applications. On a aussi vu qu'ils arrivaient à détourner des objets du quotidien et notamment des jouets. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de numérique que quelque part, il faut peut-être revenir en arrière sur certaines choses et se désengager du numérique. Ah oui, d'accord, vous êtes assez radical en fait, il faut reculer. Pour certaines choses, pour certaines choses. Et c'est quoi les certaines choses? Je pense par exemple au portail. Imaginez le portail qui s'ouvre de manière automatique. Oui, oui. Bon, ben ça, on sait très bien qu'il y a certains objets qui peuvent faire ça. Bien sûr. Ils vont scanner les différentes fréquences et on peut ouvrir un portail électrique. Bon, ben, par exemple, vous pouvez juste éviter de mettre un portail électrique. On se pose des questions, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est toujours à avoir une espèce de course entre ce qu'on met en place et ce que les malfaiteurs arrivent à déjouer, justement. Mais vous pensez qu'il faut qu'on soit continuellement en réflexion par rapport à ce que le malfaiteur peut faire? Parce qu'il y aura toujours un temps d'avance, ce malfaiteur. Après, on le récupère quand il fait quand il finit en prison, on le récupère plutôt pour du conseil après auprès des forces de l'ordre. Ce que je dis, c'est qu'après, est-ce qu'il y a besoin forcément de tout numériser? C'est surtout ça. On se dit tout le temps, en ce moment, c'est un peu à la mode. Oui. Néanmoins, est-ce qu'il faut vraiment tout numériser? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre de l'Internet partout? Là, on a un chien qu'on présente qui ramasse les poules le soir. Voilà, il va faire 2 heures de travail quotidien à la place de l'éleveur pour ramasser les poules. Bon, bah, c'est un énorme travail avec un animal qui va être avec de l'IA et qui va travailler. Voilà, c'est vrai qu'on peut se dire, avant on le faisait, on pourrait s'en passer de ce chien. Mais c'est vrai qu'il va repérer tous les lieux, il va avoir en tête tous les éléments de l'environnement de l'exploitation. Donc il va tout connaître en fait de l'exploitation. Donc il va avoir une vision très précise de ce qui va et ce qui ne va pas dans l'exploitation. Voilà. Mais dans toute chose qu'on déploie, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Oui. Donc après, le principal surtout... Il y a un arbitrage après. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'en ai besoin? Oui. Et je suis au courant des dangers qu'il y a par rapport à ça. Il faut toujours anticiper. Il faut se dire, voilà, là je mets ça en place. Par contre, je sais que je peux avoir tel problème. Michael Hayes, je voudrais vous entendre également sur la partie souveraineté, puisque vous êtes présent en France, également à l'étranger. Aujourd'hui, la collecte des données est un élément important. On en a discuté tout de suite ensemble. Est-ce que cette collecte de données, vous le faites au-delà de nos frontières en France? Comment cela se fait? Comment vous travaillez sur ce sujet? Et comment vous faites pour garder cette forme de souveraineté et faire en sorte que tout ne vient pas de nos amis asiatiques ou américains? Donc bien sûr, oui, on est présent dans le monde. La collecte des données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une charte éleveur pour rappeler encore une fois que ces données appartiennent aux éleveurs. Après, ce que l'on vient modéliser surtout, c'est les algorithmes au niveau de la structure Lely qui viennent analyser et affiner, je dirais, la modélisation. Très bien. Romain, petite question vous concernant. On a parlé des contrats avec Jean-Louis Mouton sur comment les outils de protection peuvent intervenir. En tant qu'éleveur, quels éléments aimeriez-vous clairement stipuler dans vos contrats avec les fournisseurs de solutions numériques? Alors, vous l'avez un petit peu abordé, mais de manière plus précise, qu'est-ce que vous en attendez? Sachant que vous aviez, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, une petite expérience dans l'univers de l'informatique. Vous avez travaillé sur ce qu'on appelle les codes open, c'est ça? Non, enfin c'est une expérience perso, de tripatouiller les PC, de voir comment ça fonctionne. Enfin, c'est de jeunesse, on va dire ça comme ça. D'accord. Après, pour tout ce qui est contenu des contrats, clairement, c'est un truc qui n'est pas lu. Ouais. Je pense parler pour le monde agricole globalement, on est plus intéressé de savoir si on va bien avoir la bonne option sur la salle de traite que de savoir ce qu'il y a décrit dans les CGU derrière. Oui. Donc après coup, on se pose la question de savoir où partent nos données, ça c'est clair. Mais au moment où on signe le contrat, je pense que c'est de caler les soucis de tout le monde, quoi. Enfin, oui. Et vous avez le sentiment que vos collègues, que ce soit dans la filière lait ou autre, c'est pareil en fait. Et en plus, on ne sent pas vraiment une vraie volonté, alors peut-être que pour l'instant c'est encore un peu diffus, mais de se regrouper pour dire, voilà, on a une grande valeur des données pour essayer de faire porter la voix des éleveurs aussi. C'est vrai. Hein?
Moi j'aimerais bien, franchement, qu'il y ait quelque chose de collectif qui soit fait, alors à l'échelle de quelle entité, j'en sais rien, d'avoir demain une entité commune, collective, alors chambre ou je ne sais quoi, qui puisse regrouper, ils sont là, j'en profite, qui puisse regrouper toutes nos données comme dans un gros réservoir collectif, une forme de CUMA ou de nos données dans lequel on puisse demain dire, bah voilà, je veux bien qu'un tel il les ait, mais du jour au lendemain je peux couper le robinet. Et de cette façon-là, déjà, nous-mêmes, en tant qu'agriculteurs, on serait plus forts puisqu'on mettrait nos données ensemble pour demain pouvoir peut-être les vendre collectivement ou les laisser exploiter, ou pour la recherche, parce que la recherche a besoin de données. Bien sûr, en plus. Oui. Et c'est dommage, aujourd'hui, que nos chercheurs qui travaillent, que ce soit pour l'INRA ou pour d'autres, n'aient pas accès à nos données, qui sont des fois coincées chez des constructeurs et qui ne les divulguent pas forcément comme nous on le voudrait. En même temps, si les données vont sur un aspect plus collectif, vous allez perdre peut-être un peu le côté après personnel, non ? Non, je pense que tout peut s'encadrer aujourd'hui. On peut très bien imaginer d'avoir nos données en fait sur un forme de serveur collectif, mais ça reste nous, utilisateurs, qui décidons finalement que le contrôle laitier ait accès aux données, que le Donc c'est plus par rapport à un accès plus que par rapport à une forme de totale anonymisation. Vous prenez l'exemple d'une application mobile qui s'installe sur téléphone, vous autorisez telle ou telle chose à accéder aux données. Je pense que ça peut aujourd'hui se dupliquer. Encore faut-il avoir la structure collective qui puisse capter ces données de notre propre chef, on va dire, et puis que ça puisse s'articuler autour de réglementations et tout ce qui va avec, parce que là, pour le coup, ça me dépasse. Mais Voilà, alors Jean-Louis, est-ce que vous pouvez apporter peut-être des... On parle beaucoup justement de cette fameuse anonymisation. C'est quoi précisément ? Où ça commence et où ça s'arrête ? Parce que moi, franchement, c'est un joli terme, difficile à prononcer, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, en fait. Alors déjà, premier point, c'est vrai que est-ce que les gens lisent les CGU, CGV ? Non, très peu. C'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre ou un tiers de confiance qui les lise, quoi. Ou un expert, quoi, et qui ait de confiance, qui peut dire elles sont bonnes ou pas bonnes. Après, là je parlais du Data Act. Alors c'est très récent parce qu'il n'est pas mis en application, mais il y aura quand même on aura bien quand même. J'allais dire, le fabricant de machines qui pourra récupérer ces données, par exemple, de maintenance. Il y aura l'exploitant agricole qui aura ces données qu'il pourra garder pour lui, et il pourra choisir, effectivement, de les faire partager à d'autres acteurs qui pourront les analyser. Ça peut être un laboratoire de recherche, un syndicat, une CUMA, etc. Mais il faut que ça se mette en place effectivement au niveau du contrat, quoi. C'est ça la difficulté. On a du mal à le visualiser. On va quand vous dites qu'il va pouvoir les récupérer, c'est comment il fait ? Il va frapper à la porte. Enfin, comment ça se passe ? Enfin, moi, j'ai du mal à bien... Par contrat, c'est-à-dire qu'on a une cartographie des données industrielles. Alors il y a les données personnelles ou les données évidemment, mais là on pourra définir des données industrielles. Et l'utilisateur, l'exploitant agricole, pourra définir effectivement à qui il les fait partager. D'accord. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu théorique ce que je vous dis, parce qu'on est dans le Data Act et on n'a pas encore vu j'allais dire, la mise en application. Mais disons que ce règlement-là peut effectivement être très très complémentaire à la RGPD, quoi. Donc à un moment donné, Romain peut dire je ne veux plus partager avec un tel les données que j'ai transmises, même si ce sont des données à caractère professionnel, et même si je suis sous contrat, je pourrais me retirer du contrat. Et on élimine tout l'historique, c'est ça ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Et est-ce que c'est réellement fait ? Mais par contre, le fabricant ou l'intégrateur peut récupérer des données, par exemple du matériel physique, s'il veut avoir un feedback sur les données de maintenance. C'est tout à fait possible. Et si le constructeur ou autre, l'intermédiaire qui collecte les données et qui a obtenu de la valeur sur les données, donc il a fait un travail dessus. Donc, le risque, effectivement, s'il apporte de la valeur ajoutée, il peut considérer qu'elles sont plus totalement à Romain, mais maintenant Et c'est là où on en est aux prémices. Il faut lire le règlement, le faire interpréter par des avocats, voir la jurisprudence, qu'est-ce que ça va donner dans les années. Mais ça peut être effectivement une réponse. Mais j'ai pas effectivement la réalité sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves ? Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que plus ça va, plus les éleveurs, non seulement on leur dit vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles parce que vous avez l'IA, mais je pense que vous allez surtout passer de longues heures la nuit à lire les règlements, les contrats, refaire la législation. Voilà, mais ça va devenir quelque chose quand même d'assez compliqué quand même à gérer, non ? Oui, non, c'est évident, c'est toujours pareil. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de retricoter le RGPD. En fait, là, on parle donc
Si vous trouvez que anonymisation c'est un barbarisme, attendez que je vous parle de pseudonymisation. De quoi ? De pseudonymisation. C'est-à-dire qu'au lieu l'anonymisation, c'est la suppression de l'identité pure et simple de la personne. Oui. La pseudonymisation, c'est remplacer l'identité par un identifiant, mais qu'on peut retrouver. C'est-à-dire en recoupant plusieurs informations, on peut retrouver la personne. Bon, bref. D'accord. C'est pas le sujet, mais ces problématiques d'anonymisation, pseudonymisation, ces problématiques de droit d'accès aux données, de droit de suppression, etc. C'est exactement le RGPD, ça, en fait. Donc on est en train de refaire le travail. On refait le match, mais peut-être en faveur de certains ou d'autres qui. Mais c'est en fait là on peut se dire qu'on est 10 ans en arrière, à l'époque où le constat que pose Romain, qu'on pose tous, c'était déjà le cas sur les données personnelles. C'est-à-dire que tout le monde s'émouvait effectivement qu'il y avait des données personnelles partout. Il y avait aussi un phénomène de concentration qui est particulièrement malsain en termes de sécurité. Voilà, si vous avez jamais été cambriolé, je vous conseille d'héberger pour 10 millions de dollars de diamants chez vous. Vous allez voir, ça va vite arriver. C'est-à-dire que plus vous allez concentrer de richesses ou de choses intéressantes dans un seul endroit, plus vous allez provoquer et susciter l'intérêt des criminels. Et donc, plus on concentre les données, et plus évidemment, il y a un risque élevé de compromission. On a vu des fuites de données absolument démentielles sur Internet. Et donc, il y avait ce phénomène de concentration et ce phénomène très malsain où tout le monde faisait absolument n'importe quoi. Enfin, moi, je me souviens de cette époque-là. On débarquait chez des clients qui stockaient absolument en clair dans des bases de données qui étaient exposées sur Internet, tout et n'importe quoi. En 2018, la loi est arrivée. Elle a permis d'apporter quand même des garanties opposables aux particuliers. Alors, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, si je vous disais que la situation est parfaite, je vous mentirais. N'empêche que toutes les entreprises sont sous le coup d'une procédure et d'une déclaration d'une procédure de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ce qui fait qu'il y a quand même un cadre réglementaire législatif qui permet à chacun aussi de saisir la CNIL. Toutes les entreprises conformes sont obligées d'exposer ce qu'on appelle un délégué à la protection des données qui permet d'avoir une interface pour se renseigner sur les données, qu'est-ce qu'ils en font, les supprimer, demander l'accès, etc. Donc là, on est en train de refaire le match. Ce serait positif, évidemment. Ça permettra, si ça aboutit dans des conditions satisfaisantes, on aura le même résultat pour des données qui ne sont pas des données personnelles, mais professionnelles. Donc c'est très souhaitable. Enfin, en tout cas, ça a fonctionné. C'est pas parfait, mais c'est une première brique déjà qui a quand même bien calmé les ardeurs de certains sur la donnée personnelle. Cyril Couillard, quand on entend cela, on se dit aussi que finalement, aujourd'hui, l'éleveur, il a certes un patrimoine, on l'a évoqué tout à l'heure, matériel, l'élevage, la production, et puis il y a également un patrimoine immatériel, ce sont toutes les données qu'il collecte et qu'il a chez lui désormais, qui ont de la valeur, et qui peuvent en tout cas en avoir, et ça peut être aussi peut-être l'objet, ça peut faire l'objet un jour ou l'autre de rançon, c'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas. Comme tout un chacun, on a des choses sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Le ransomware que Romain a eu, je pense que c'était aussi pour ça, pour prendre en otage en fait l'ordinateur et faire en sorte derrière justement de pouvoir avoir de l'argent en contrepartie. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qui est typique de toutes les entreprises. D'accord. C'est-à-dire que c'est la peur de ce fameux ransomware, de cette faille qu'il peut y avoir et la prise d'otage. Et en général, dans les ransomware, ils prennent en otage, d'accord, mais derrière, ils revendent quand même les données. C'est-à-dire que les données qui ont été chiffrées, elles vont aussi servir à côté. Ils font du recyclage. Oui, d'accord. Ils sont dans l'air du temps. Et malheureusement, les données, on les retrouve partout. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas tant sur les exploitations, mais c'est surtout les téléphones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont toute leur vie sur leur téléphone. Donc, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'agriculteur, généralement, fait tout, que ce soit professionnel ou personnel, à partir du même objet. Ça veut dire que son téléphone, potentiellement, là, c'est une mine d'or. On parlait justement de diamants tout à l'heure, mais c'est ça, c'est une mine d'or. Et ça, c'est pour tout le monde, en fait. Et en effet, les données, c'est aujourd'hui, on le voit bien, c'est le Saint Graal d'aujourd'hui. La vente de données, les fuites de données, pourquoi il y en a ? Parce que justement, ça se revend et ça peut se revendre très cher. Oui, juste pour abonder dans le sens de ce que disait l'adjudant-chef, aujourd'hui, historiquement, les ransomware, c'était effectivement des virus qui allaient bloquer votre système d'information, vous empêcher de travailler, et après réclamer une rançon pour vous fournir la clé de déchiffrement. Et aujourd'hui, ils sont passés à un stade bien supérieur, c'est-à-dire que
Là où hier, ils faisaient des attaques vraiment frontales, extrêmement brutales, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin. C'est-à-dire que les attaquants, dès lors qu'ils arrivent à compromettre un système d'information, ils vont d'abord commencer par exfiltrer le maximum de données de façon la plus discrète possible. Et une fois qu'ils ont récupéré ça, clac, ils lancent le ransomware. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont tout simplement compris qu'aujourd'hui, on s'était quand même un peu mieux sécurisé. On a notamment des sauvegardes. Et les sauvegardes, c'est, disons, le pire ennemi du ransomware. C'est-à-dire que si on prend vos données en otage mais que vous en avez une copie à côté, ça donne beaucoup moins de crédit et de puissance aux attaquants. Et avec ces données, ils vont, si vous payez la rançon pour récupérer le système d'information, ensuite ils vont vous demander une seconde rançon pour ne pas publier sur Internet vos données. C'est-à-dire qu'ils vont extraire toutes vos données RH, vos contrats, vos données financières, etc. Et derrière, ils vont publier ces données si vous ne payez pas une deuxième rançon. Et parfois, il y a même une troisième rançon pour ne pas prévenir la presse en fonction de, voilà, si vous êtes un groupe important, pour éviter, ils disent, voilà, vous avez payé 2 rançons, il y en a une petite dernière pour la route, et si vous ne payez pas cette troisième, eh bien, on va donner de la publicité à ce qui s'est passé, publier nos échanges, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des attaques beaucoup plus sophistiquées. Et d'ailleurs, de toute façon, le problème, c'est que même si vous payez de toute façon au départ la rançon, il ne faut pas oublier qu'après, vous êtes tagué comme bon payeur. D'accord. Il faut le savoir, ça. Sur les réseaux, quoi. C'est ça. Entre eux, là, entre malfaiteurs, ils disent, tiens, bah, celui-là, tu peux y aller, il paye. Et en plus, à côté de ça, même si vous payez pour ne pas avoir la diffusion du vol des données, bah, ils vont quand même le faire. Oui, ok. Donc, dans tous les cas... On est perdant, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai envie de poser aussi la question à Lélie à travers son représentant, Michael Hayes. Aujourd'hui, votre entreprise, qui a de nombreuses données que vous traitez, comment vous êtes protégé ? Vous avez un gros travail à ce niveau-là. Vous pouvez également rassurer l'ensemble des éleveurs, comme quoi voilà, votre entreprise ne craint pas les rançonneurs ou autres problématiques. Il y a toujours des risques, bien sûr, mais... C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Le risque zéro, je pense qu'on est tous d'accord. Mais j'imagine que vous avez dû faire en sorte que tout soit bien, au mieux en tout cas, cadré, quoi, parce que là, vous avez déjà, beaucoup d'éléments. Effectivement, ouais. Et depuis le début des années 2020, là, en l'occurrence chez Lélie, on a un département aussi sur la sécurité, gestion des données, qui a été créé pour effectivement faire un travail en amont. Hein. C'est prévenir mieux que guérir, parce que souvent la guérison, elle acte effectivement après avoir subi certains impacts. Donc, et toutes vos équipes sont sensibilisées à ça, en fait aussi. Elles ont en tête le fait que, comme elles traitent des données qui ne leur appartiennent pas obligatoirement, donc celles des éleveurs, il faut qu'elles soient prudentes, toutes ces équipes, pour pouvoir avancer sans mettre en difficulté l'entreprise. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une sensibilisation auprès de nos clients, en tout cas des éleveurs équipés de produits Lélie. Et on a fait la même sensibilisation, et même davantage en interne auprès de nos collaborateurs, pour porter cette sensibilisation et qu'ils puissent aussi partager le message en campagne. Très bien. On va... tout de suite poser, ou en tout cas laisser le public poser des questions à nos intervenants. Vous allez pouvoir leur demander, poser des questions, observations, commentaires. Qu'est-ce que vous avez peut-être à leur dire, les uns ou les autres, après avoir écouté les différentes interventions de Romain, qui est éleveur, de Yves, qui est en spécialiste de la sécurité chez Axéis, ou encore Jean-Louis Mouton, qui travaille pour l'INPI, ou Cyril Couillard, Gendarmerie nationale, ou encore Michael Hayes de Lélie France. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, ou est-ce que, pour l'instant, ça vous apparaît clair ? Est-ce que vous avez des petites questions à poser ? Nos jeunes de l'ESA, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'est très intéressant, mais... Vous êtes sensible au discours, ça vous effraie pas trop, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous baignez dedans quelque part, voilà. Oui, on baigne dedans, c'est sûr, mais je vous avoue qu'il y a beaucoup de termes que vous avez utilisés qui sont très obscurs, parce que nous, on est des jeunes qui n'avons pas toutes les notions que Monsieur Mouton a pu sortir, par exemple. Je peux expliquer, hein, peut-être que j'ai jargonné, comme on dit, mais... L'aspect juridique, ça vous va. C'est un peu mon métier, alors, et en plus, là, c'est même légèrement périphérique, mais c'est vrai que malheureusement, mais j'en suis désolé, mais la composante juridique est présente, et
Et l'Europe accumule les règlements. Donc c'est vrai que ça fait plein de jargons qui... Oui, mais qui sont censés aussi nous protéger. C'est-à-dire qu'on veut à la fois de la liberté, c'est toute la complexité du monde dans lequel on est. C'est la complexité, évidemment. Il faut savoir que le fait d'être dans l'Union européenne, c'est pas la France qui décide. Hein, c'est des directives, des règlements que la France doit transposer. Parfois, elle le fait avec retard, souvent, mais elle est contrainte, effectivement, à le faire. Et ça veut dire que tout le monde doit s'adapter. Les entreprises, les organisations, les juristes, les avocats doivent s'imprégner du nouveau règlement et voir comment on l'applique. Et comme je vous dis, des fois, on a des périodes de flou, des périodes grises sur ces nouveaux règlements et ça crée de l'incertitude. Et je sais bien que dans les activités agricoles ou économiques, on n'aime pas l'incertitude, quoi. Oui, ni trop de réglementation, ni trop de papier, de trucs à remplir. Enfin, alors, vu le contexte géopolitique, je pense qu'avoir des règlements en ce moment, c'est peut-être bien. Ok. Alors, une question, non? Ou pas? Pas spécialement? On va les laisser avancer. Cyril Couillard, vous avez donné, quand on avait préparé cette table ronde, 2 éléments importants en termes de... Ah, une question. D'accord, ok. Une question. Moi, je trouvais très pertinent ce que disait Romain, parce que l'éleveur, aujourd'hui, produit des données qui ont une valeur sur un marché international. Et ce serait quand même bien, à l'avenir, que, comme Romain le proposait, il puisse les centraliser avec d'autres éleveurs pour pouvoir profiter réellement de la valeur de ces données. Et pour pouvoir vraiment capitaliser là-dessus, parce qu'on a l'impression un petit peu que l'éleveur est l'esclave de ces données. C'est l'impression que j'ai personnellement. Alors, juste avant de vous donner la parole, Yves, j'ai Jean-Alain qui est de la Chambre d'agriculture de Bretagne, vice-président. Je préfère garder le micro. Jean-Alain, est-ce que vous pouvez peut-être apporter des précisions? Est-ce que vous travaillez sur ce sujet pour essayer de regrouper les éleveurs, pour qu'ils travaillent ensemble, mettre les données et tout? Il n'y a pas de travail en tant que tel, mais c'est des pistes de travail intéressantes. Il y a eu du travail il y a quelques années au niveau national, ça s'appelait Data Agri, donc où justement nos structures et la FNSEA étaient en tête là-dessus avec d'autres, pour justement voir qu'est-ce que l'agriculteur produit comme données, qu'est-ce qu'elle peut valoir, où elle peut valoir, pour qui elle peut être intéressante aussi. Mais je dirais que les travaux d'il y a 3 ans, c'est presque la préhistoire à l'échelle aujourd'hui. Donc c'est des choses à reprendre, effectivement. Je ne sais pas si chez Lely, il y a une organisation des producteurs de lait Lely qui pourrait vendre ou capitaliser sur ces données, des choses comme ça. C'est vrai qu'on est malgré tout souvent dans une relation contractuelle de l'agriculteur avec le commerçant, effectivement, qui offre une solution au service complète, dont la gestion des flux, la gestion des données et aussi peut-être la capitalisation sur les données. Et ça, ça fait partie sans doute de la ligne 1022 du contrat CGU, effectivement, que personne n'a lu. Il faudrait presque un intermédiaire entre l'éleveur et l'entreprise qui collecte. C'est ce que disait Romain, c'est que l'agriculteur, il a ses données, il les met à un endroit tiers de confiance, le mot a été dit éventuellement, où forcément le fournisseur de matériel a l'accès privilégié d'abord, mais peut-être d'autres autour. Mais après aussi, il y a une autre, peut-être quelque chose qui peut brouiller les cartes, c'est le codage des données ou la manière dont elles sont utilisables par les uns ou par les autres, ou au contraire qu'elles sont verrouillées. Si je peux me permettre, bien sûr, Michael. Effectivement, aujourd'hui, les données, elles sont stockées, cryptées au niveau Lely pour, en tout cas, mettre des oui, voilà, c'est ça, pour à minima en tout cas sécuriser autant que se peut celle-ci. Et ensuite, on a les travaux qui sont menés avec le contrôle laitier, par exemple, pour créer en tout cas des passerelles. Là où, encore une fois, on souhaite aussi s'affranchir, c'est qu'aujourd'hui, on est garant de la sécurisation, en tout cas du canal, du flux de gestion des données vis-à-vis de l'éleveur. Ensuite, à l'éleveur, effectivement, de dire oui ou non, je souhaite partager et pour quel but ces données-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, sur le canal, les deux parties, si je vais du point A au point B, les deux parties ont les mêmes exigences en termes de sécurisation de ces données. C'est vraiment le point aujourd'hui sur lequel il faut avancer et effectivement contractualiser. En tout cas, mais l'avantage aussi, je repense à la réglementation, sont
principal avantage, c'est qu'elle nous oblige. Et ça, c'est ce qui nous fait avancer, indéniablement. Yves, vous vouliez peut-être apporter un élément de réponse Oui, je vais être le gars pénible. Forcément, enfin, je ne disconviens pas du tout de la pertinence de ce genre de dispositif. Mais moi, j'ai toujours une lumière jaune qui s'allume dans ma tête quand on parle de centraliser et concentrer les données à un même endroit. Il faudra absolument penser à la sécurité, c'est pour la raison dont je parlais tout à l'heure. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un point qu'on n'a pas du tout abordé, qui me paraît pourtant central là-dedans, c'est un problème de culture et d'acculturation. Et aujourd'hui, malheureusement, le monde agricole, des éleveurs comme Romain, il me parlait de son installation tout à l'heure, j'étais assez impressionné. Des éleveurs, geeks comme ça et très technophiles, ça reste quand même une exception. Enfin, je sais pas autour de toi comment tu vois les choses, mais il y en a de plus en plus forcément, mais ça reste culturellement parlant, c'est pas encore très ancré dans le monde agricole. C'est un monde qui historiquement n'est pas tourné vers la technologie, en tout cas les technologies informatiques. Il l'utilise beaucoup maintenant. Voilà. De plus en plus, bien sûr, mais il y a des secteurs qui ont une adoption extrêmement rapide et naturelle de la technologie. C'est peut-être un petit peu moins naturel dans le domaine agricole parce que c'est naturellement pas tourné vers ça. Et il y a des initiatives, alors je pense au Tech Agri Challenge notamment, qui a été organisé par Bretagne Agrétique et Inoz, là, qui permettent de croiser les filières tech et les filières agricoles sur des projets comme ça. Et ça permet de lever les barrières, faire tomber les barrières et d'acculturer, de commencer à croiser les réflexions. Et c'est vraiment des dispositifs, à mon avis, moi je crois beaucoup dans ces dispositifs-là, qui permettent de croiser les vues, les cultures, etc. Il a été d'ailleurs brillamment remporté par les étudiants du BTS de Cosne. Je pense qu'il y a aussi un levier derrière cet aspect culturel. Et peut-être aussi une bonne compréhension entre celui qui va construire demain du matériel pour les éleveurs, d'avoir une bonne compréhension de la problématique éleveur, de ses attentes aussi et de ses peut-être parfois faiblesses, entre guillemets. Exactement. Pour prendre en compte cet aspect-là des choses, parce qu'il ne peut pas avoir toujours le nez sur l'ordinateur aussi. Il a des animaux à s'occuper. Bien sûr, non, mais c'est tout à fait ça. Et effectivement, d'avoir les futurs ingénieurs informatiques de demain qui vont participer au développement, à la conception des solutions, des produits technologiques de demain chez les industriels, qui soient acculturés et qui comprennent mieux les enjeux, etc. C'est primordial, mais aussi du côté, effectivement, alors des jeunes générations de futurs éleveurs, futurs agriculteurs, qui aient aussi peut-être une sensibilité accrue aux problématiques techno et de données, etc. Moi, je crois beaucoup qu'il y a la séparation culturelle, ou en tout cas le fait qu'il n'y ait pas un partage d'une culture commune, c'est un vrai frein, je pense, à la sécurité. Et donc, tout à l'heure, j'évoquais l'échange qu'on a eu avec Cyril Couillard de la Gendarmerie nationale. Il y a deux éléments à prendre en compte quand on a des risques ou des problématiques, des numéros de téléphone ou des adresses sur le web. C'est vrai que même moi, je ne les connais pas précisément, donc en fait, c'est toujours intéressant de savoir. En fait, ce qu'on demande il y a deux cas de souvent, figure, je crois. Puisque je fais aussi des diagnostics cyber, parce que la gendarmerie ainsi que d'autres offices s'occupent justement de ces diagnostics cyber. C'est encadré par l'ANSSI. Ça s'appelle Mon Aide Cyber, il suffit de s'inscrire dessus. Et on va faire des diagnostics. Et la première chose qui nous surprend quelquefois, c'est de voir qu'il n'y a même pas une fiche réflexe de base. C'est-à-dire une fiche qui va juste reprendre le jour où j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire, vers qui je vais me tourner, est-ce que j'ai déjà des contacts ou des numéros à appeler, si j'ai un problème informatique, si j'ai un problème, comme on dit, s'il y a le feu, on appelle qui ? On appelle les pompiers. Bon, là, si j'ai un problème informatique, est-ce que j'ai un numéro ? Donc, dans ces cas-là, en général, on a en Bretagne un service de réponse à incident qui s'appelle Brest Cyber, qu'on peut appeler justement quand il y a le feu. Ils sont là, pareillement, pour justement pallier le problème de base de départ. D'accord. Ils vont accompagner ensuite la personne justement dans ces différentes démarches, puisque généralement quand ça nous arrive, je pense que c'est un peu ça, on est un peu perdu au début, on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier, quelles sont les choses vraiment à faire pour que je puisse avancer.
Parce qu'en général, dans les grosses entreprises, il y a ce qui s'appelle le PCA et le PRA, c'est le plan de continuité d'activité et le plan de reprise d'activité, qui sont prévus et qui sont réfléchis avant. Sans arriver jusque-là pour les exploitations, l'idée est la même, c'est au moins avoir au départ une première fiche réflexe qui permet justement, quand il y a le feu, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Quelque chose, une première analyse, une première chose à faire rapidement. Donc, dans quel cas on fait appel à Brest Cyber là? Aujourd'hui, mon informatique ne marche plus. J'ai un ransomware, j'ai quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc là, j'appelle Brest Cyber. Et c'est quel numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur, mais vous tapez Brest Cyber sur Internet, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est à faire en amont. Parce que justement, quand vous êtes dedans, vous ne pouvez plus appeler... Vous pouvez plus appeler votre... Donc, c'est au moment où on sent qu'il y a peut-être un risque, c'est ça? Non. Non, ça Brest Cyber, normalement, c'est quand le risque est arrivé. Il est déjà arrivé. Vous avez cybermalveillance.gouv.fr et surtout le 17 Cyber, qui existe, qui vous permettent d'aller... Le 17 Cyber, moi je ne connaissais pas, enfin je suis désolé, mais le 17 Cyber, d'accord. Oui. Le 17 Cyber... On appelle le 17... Non, non. cybermalveillance.gouv.fr et 17 Cyber, c'est sur Internet. D'accord, ok. Ça vous permet déjà d'avoir pas mal de choses en tant que particulier ou en tant qu'entreprise pour pouvoir voir les différentes menaces qui peuvent exister. D'accord. Et aussi ce que vous pouvez faire, les différentes démarches que vous pouvez faire. Après, comme je dis, quand il y a le feu, c'est Brest Cyber. D'accord, ok. Très clair. Merci. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissiez oui, tous ces numéros de téléphone, vous avez ça sous le nez? Oui, maintenant, mais à l'époque, vous le connaissiez, avant qu'on ne se voit? Ah non, du tout. Quand j'ai découvert moi, le ransomware sur mon NAS, sur le stockage, donc en l'occurrence, j'ai perdu toutes mes photos de naissance de ma fille, donc là, j'étais un peu dégoûté, je peux rien en faire. On est fait demander une petite rançon. Il y avait un fichier texte de planqué à côté de chaque fichier encodé avec une petite rançon me demandant des bitcoins, parce que a priori, c'est ce qui un peu passe partout. Que je n'ai pas payé, parce que je me doute bien que derrière, tout à fait. on est bien tamponné. Et puis du coup, je fais avec en espérant que l'informatique évolue et que dans 20 ans, je puisse retrouver les photos de naissance de ma fille. Mais on verra bien pour la suite. Et pour ce qui est des numéros et autres, j'avoue que j'avais regardé vite fait sur Internet ce qu'il y avait à l'époque. Alors ça fait de ça maintenant 4-5 ans. J'ai rien trouvé. Et puis, en effet, je me doute que cette cyber est assez récent. Comment? Brest Cyber est assez récent. Oui, d'accord. Okay. Donc là, il y a un gros travail de communication. On va inviter toutes les organisations agricoles à bien communiquer là-dessus. C'est vraiment important parce que... Néanmoins, vous avez déposé plainte. Non. Voilà. Le problème, en fait, dans toutes ces choses-là, c'est qu'il faut déposer plainte. Si ce n'est pour vous, mais aussi pour les autres qui vont arriver derrière. Puisque c'est comme pour un cambriolage. Je donne toujours ça comme analogie, c'est que les investigations sur Internet, c'est comme un cambriolage. On va aller sur place, on va prendre les éléments, et plus on a d'éléments, plus on va pouvoir remonter. On arrive à remonter, et par contre, oui, en effet, quelquefois, ça peut mettre du temps. Et on a l'impression que ça ne va jamais aboutir, mais il faut toujours déposer plainte. C'est très important. Déjà, pour déjà savoir que ça touche tel ou tel milieu, et après, pour savoir comment ils ont fait. Voilà, merci à tous et à toutes pour vos interventions. Merci à nos intervenants pour la richesse de leurs témoignages et de leurs synthèses et de leurs analyses. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que les données agricoles sont une richesse stratégique, mais qu'elles nécessitent aussi d'être protégées avec autant de soins que nos sols ou nos troupeaux. Je remercie chaleureusement, bien sûr, nos 5 intervenants et vous, le public, pour votre attention et vos questions. Et je vous invite maintenant à prolonger ces échanges et poursuivre la réflexion en visitant l'espace pour demain, les différents espaces ateliers, espace expo matériel. Merci à tous et à toutes. Très bonne journée pour cette dernière journée du SPACE.